Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir et merci de Bonsoir. vous être tous connectés ce soir pour le dernier webinaire de la SFSPN. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver. On va être trois modérateurs pendant 1 heure. Marie Béguineau des Hospices civils de Lyon et Rémi Salmon avec Bonsoir. moi, chirurgienne au Centre Oscar Lantraville. Donc, l'idée, c'était de se retrouver autour des communications orales. Cette année, on a reçu presque 90 abstracts de toutes les spécialités confondues. Merci à tous pour votre enthousiasme à nous envoyer vos travaux. Merci aussi à l'équipe de Bordeaux qui nous a aidés à sélectionner ces communications entre posters et communication orale. Et donc là, on va vous présenter quatre orateurs qui ont eu l'occasion de présenter leurs travaux à Bordeaux et qui vont nous les représenter ce soir en direct. On a sélectionné ces coms parce que on les trouvait originales et aussi parce qu'il nous a semblé que ça avait un impact dans nos pratiques. Et donc, on voulait les mettre un peu en lumière ce soir. Et voilà, je vais passer la parole à Rémi qui va nous présenter chaque orateur à tour de rôle. Alors, nous allons donc commencer par la première communication. Tu m'as mis en contre-pied parce que je pensais que c'est toi qui les présentais. Et donc, on Je commence. vais- Aide-moi là. On va commencer par Jenny-Claude Milochaud, Voilà. Jenny-Claude Milochaud qui de l'Institut du Sein à Paris, qui va nous présenter des nouvelles techniques de reconstruction mammaire dans le cadre du traitement conservateur. Est-ce que je précise Parfait. ici le bon titre? Tout à fait. Je vais partager mon écran si vous pouvez juste me confirmer que tout s'affiche parfaitement pour vous. Donc, bonsoir à tous. Merci d'avoir sélectionné notre présentation de l'Institut du Saint-Paris qui porte donc sur une série. Merci de l'avoir sélectionné parmi tous ces beaux travaux. Donc, je vais vous présenter la reconstruction partielle par lambeaux perforants pour la chirurgie conservatrice du cancer du sein. J'ai aucun lien d'intérêt déclaré. Donc, quand on parle de chirurgie conservatrice, on pense forcément à mode de réparation. Et quand on pense chirurgie un peu large et réparation un peu complexe, tout le monde connaît cet atlas de l'oncoplastie de niveau 2. Alors, cette oncoplastie, c'est en fait du déplacement glandulaire. C'est une notion importante. On va déplacer la glande existante du sein. Et il y a deux niveaux. Le niveau 1, qui est le lambeau glandulaire de rotation, où on déplace et on ferme de la glande, et le niveau 2, où on va associer aussi une résection cutanée. Tout le monde connaît bien les plasties mammaires en T inversé, mais il existe aussi les mammoplasties en J, en V, les mammoplasties externes et les oméga. Et tout ça a été classifié et très bien décrit par le docteur Clough, donc comme l'OPS de l'oncoplastie de niveau 2. Mais ça s'adresse plutôt à des seins un petit peu volumineux, ou en tout cas qui vont avoir une petite ptose. Et alors, que fait-on pour les seins de volume moyen ou non ptosés, ou des patientes qui ne vont pas accepter forcément une réduction mammaire ou un geste controlatéral pour symétriser l'autre sein? Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est du remplacement glandulaire. On ne déplace plus, on remplace le volume. Et donc, ça fait appel aux lambeaux perforants, le LICAP, le LTAP, le TDAP, le HICAP. Ça a été très bien décrit par Hamdi. Et tout ça, finalement, le déplacement et le remplacement, c'est de l'oncoplastie de niveau 2. Donc, c'est important de savoir de quoi on parle. Et pour bien savoir de quoi on parle, les lambeaux perforants, il ne faut pas faire de confusion. C'est des lambeaux graisseux uniquement. Ce n'est pas des lambeaux musculaires. Et donc, il en existe différents types. Il y a le lambeau qu'on prélève à la partie inférieure du sein qu'on appelle le high cap, qui est sur une perforante intercostale. De même,
que le LICAP. Et puis, il y a celui qui est branché sur la terminaison de la mammaire externe, le LTAP, et sur le pédicule thoraco-dorsal, le TDAP. Et donc, il va bien s'agir de prélever de la graisse pédiculée afin de remplacer un volume de résection. Ce n'est pas un déplacement de glande mammaire. Voici concrètement comment ça se passe. Alors, une petite vidéo pour vous montrer qu'ici, on a un bon volume de perforant, qu'il est bien pédiculé sur une artère que vous voyez avec un lac juste ici. Voilà, ça se passe comme ça. On a quand même tout ce beau volume. On voit bien notre lit de tumorectomie. Puis, pendant la chirurgie, on vérifie qu'il est bien vascularisé. Donc, on sectionne l'extrémité distale, la plus loin, celle qui est le plus à risque de nécrose, et on vérifie le pédicule est bien vascularisé, le lambeau, pardon, est bien vascularisé. Et puis, on voit que ce volume vient remplacer, volume par volume, la résection glandulaire. Et puis après, il reste juste à le fixer et à fermer la peau. No hand. Voilà pour la technique chirurgicale. Alors, quand on met des techniques chirurgicales en place à l'Institut du sein, on évalue toujours nos techniques et on les publie. Et donc, ainsi, on a en cours de publication la plus grosse série européenne. Et en fait, c'est ce que je vous annonçais déjà, on vient de se faire doubler il y a très peu de temps par une série anglaise où eux, ils ont publié 290 cas versus notre série où on a 157 cas de lambeaux perforants. Mais nous, c'est une étude prospective. En tout cas, on voit qu'au niveau de l'âge, on a environ 60 ans. Et pour les tailles tumorales, à peu près similaires, on s'adresse à des T2 et on voit qu'on peut avoir des résections larges pouvant aller jusqu'à 45 mm de tumeur. Les localisations des tumeurs étaient surtout externes inférieures. Les types histologiques, on avait 45% d'invasifs, in situ invasif associé 45% et 10% in situ. Et le type de lambeau, on voit que c'était un peu différent par rapport aux Anglais. Nous, on avait un peu plus de ICAP, 70%, parce qu'en fait, ça fait 20 ans que c'est instauré de façon systématique à l'Institut du sein à chaque fois que ce type de réparation est possible. Et c'est le premier qui avait été mis en place. Alors, quand on met en place une technique chirurgicale, eh ben, le chirurgien doit penser toujours à la gestion des complications et en tant que cancérologue, au taux de berge positive envahi. Alors, le taux de complications avec les lambeaux perforants est faible, 5,1% de complications. Et surtout, ce que redoute tout le monde, on n'a aucun cas de nécrose de ces lambeaux perforants. Donc, on voit que ce taux de complications faible est bien plus inférieur aux complications après plastie mammaire en T inversée. Le taux de berge positive était de 5,7%, alors qu'on voit qu'on avait quand même des tumeurs larges qui pouvaient aller jusqu'à 45 mm et que ce taux est tout à fait comparable, voire faible par rapport à la littérature, et que notre taux de reprise chirurgicale, c'était essentiellement fait par une réexcision, une reprise des berges dans 5,1% des cas, et seulement dans 0,6% des cas, on reprenait par mastectomie. Donc, on voit qu'on a peu de complications, que ce lambeau est fiable, sûr, peu de berges envahies, et que finalement, la reprise est aussi plus aisée qu'en cas de plastie mammaire en T inversée, qu'une simple réexcision permet dans la grande majorité des cas de résoudre le problème. Alors, on parle aussi donc des complications, mais aussi des résultats oncologiques. Bien sûr, ce qu'on veut, c'est la guérison de la patiente. On a un suivi environ de 5 ans. Notre taux de récidive locale est de 2,5%, à distance de 3,8%, et ces chiffres sont comparables à la littérature et prouvent donc notre sécurité oncologique. Voici un exemple pour vous montrer le type de résultat à 2 ans. Cette patiente avait donc une tumeur du QSE du sein gauche. Elle a bénéficié d'une reconstruction par lambeau LICAP et on voit que 2 ans après, elle a un très bon résultat esthétique et que surtout, elle n'a pas été condamnée à faire un geste de symétrisation contralatérale. En conclusion, la technique du lambeau perforant est donc une technique de reconstruction partielle sûre. On a vu qu'il y avait un très faible taux de morbidité, on a très peu de complications, qu'on a une sécurité oncologique avec peu
en tout cas un taux de récidive comparable à la littérature, que cette technique de remplacement de volume par volume n'impose pas à la patiente d'accepter une plastie mammaire de réduction et ne l'oblige pas par la suite à réaliser un geste de symétrisation. Ces lambeaux sont malheureusement sous-utilisés en France, même si nous, on l'utilise en pratique courante à l'Institut du Sein, Paris. Et il y avait une étude qui montrait justement l'impact du développement des chirurgies oncoplastiques et qui montrait qu'il y avait vraiment une explosion de la chirurgie par T inversée, de l'oncoplastie en T inversée, mais les lambeaux perforants, eux, ont légèrement progressé, sont restés stables en tout cas ces dernières années, et qu'on ne peut que regretter l'absence de développement et d'extension de cette technique. Je vous remercie pour votre attention et je veux remercier le docteur Yuga Morando, pardon, qui est fellow à notre institut et à l'origine de cette étude. Merci beaucoup. Est-ce Merci. Merci pour cette... que vous avez des questions? Euh, Moi, j'ai une question, Jenny, pour toi. Le temps d'apprentissage, combien pour former quelqu'un à cette technique, ça serait combien de temps? Alors, je ne sais pas si c'est en temps ou plutôt en Ça, nombre je de veux- Oui, c'est procédures. ça que je veux dire. En nombre de Euh, procédures. je pense par type de lambeau, je pense que 4-5, ça paraît raisonnable, en tout cas pour commencer à se lancer, avec peut-être un senior dans les parages pour les premiers cas. Mais 4-5, ouais, finalement, c'est assez simple d'apprentissage. C'est plutôt de passer l'anxiété psychologique d'une nouvelle technique, parce qu'en soi, c'est pas plus complexe qu'une reconstruction mammaire immédiate ou qu'un grand dorsal ou... Mm. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être pour ça que c'est un peu sous-utilisé? Parce que c'est vrai que les techniques d'oncoplastie, elles se sont quand même bien diffusées, alors que là, il y a encore peut-être des freins. Est-ce que c'est lié au fait de disséquer? Est-ce qu'il faut faire un angioscan, utiliser des lunettes de microchirurgie ou pas forcément en fait, hein. Absolument pas. Donc déjà, on fait un repérage préopératoire avec un Doppler portatif, un petit appareil vraiment très simple que n'importe qui peut se procurer. Il n'y a pas besoin d'être expert en Doppler ou autre. Il n'y a pas besoin d'avoir de formation spécifique en microchirurgie, puisque là, on va pas faire une anastomose, on dissèque une artère visible. Je pense que c'est plutôt dans l'apprentissage. C'est vrai que c'est pas très enseigné. Il y a eu beaucoup l'accent donné sur les oncoplasties de niveau 2 de l'Atlas par déplacement glandulaire et moins sur ces lambeaux perforants. Je pense que ça va venir, mais il y a juste un petit décalage dans le temps dans l'apprentissage de ces techniques. Sur D'accord. le chat, Madame Gendouze demande si vous drainez systématiquement. Oui, généralement, oui, oui, oui. Et Et oui, oui, moi j'avais une question par rapport au radiologue en post-opératoire. Est-ce que dans le cadre de vos surveillances, que là vous avez vraiment beaucoup de recul, ça a pu impacter les modalités de surveillance? Non, absolument pas. En fait, on n'est pas gêné et même nous, on était très étonnés de voir à quel point, parce qu'au début, c'était justement une interrogation pour nous, de voir à quel point ça s'intégrait finalement à la glande mammaire et qu'il n'y avait pas de démarcation ou de zone de fibrose qui ferait qu'il aurait été difficile à interpréter pour les radiologues. Il semble pas du tout, en tout cas pour les radiologues entraînés à faire des analyses du sein, ils sont pas gênés par le lambeau. D'accord. Et donc, quel conseil vous pourriez donner pour des jeunes équipes là, qui voudraient débuter? Quels sont les cas un peu à éviter, avec votre expérience, les cas un peu difficiles ou les pièges à éviter? Je pense que c'est un peu comme tous les principes de chirurgie, c'est-à-dire que les patientes tabagiques, diabétiques, mal équilibrées, voilà, c'est pas forcément les bons cas. Donc, il faut quand même sélectionner des patientes avec peu de comorbidité peut-être pour démarrer, et aussi un bon volume de lambeaux. Il faut pas se dire chez une patiente toute mince,
toutes ne peuvent pas être candidates. Il faut quand même avoir un petit bourrelet. Alors, il ne s'agit pas d'être en surpoids, hein, mais d'avoir un petit bourrelet juste ici. Et une patiente très fine, très svelte, effectivement, parfois, il n'y a pas le volume. Voilà, c'est une sélection des patientes comme pour toute la chirurgie. Radiothérapie, ça réagit pareil que le reste de la glande. Oui, on ne voit pas de zone qui fibroserait ou démarquerait au niveau de la peau. Il y a pas de différence. Comme on l'a pu voir sur l'image, ça réagit très bien. Il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de fibrose plus marquée au niveau du lambeau. Donc, ça s'intègre très bien et ça réagit comme la glande. Ok. Merci beaucoup. Super. Eh Merci. ben, merci beaucoup. Très Merci intéressant. pour votre attention. Merci. Bonne soirée. On Bonne passe soirée. Bonne à la, soirée. la communication suivante, qui est le parcours SOPAM, sortie précoce après mastectomie, étude prospective monocentrique de l'Institut Bergonié de Madame Maëlys Bonnefille. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Maëlys Bonnefille, je suis docteur junior, j'étais à l'Institut Bergonié, maintenant je suis à Pau et je vais vous présenter du coup le parcours SOPAM. C'est une étude prospective monocentrique qu'on a menée à l'Institut Bergonié sous la direction du docteur Hélène Charitansky. Donc SOPAM, c'est un parcours de sortie précoce après mastectomie, donc des sorties à J0 pour les mastectomies simples ou avec RMI par lipomodelage et des sorties à J1 pour les mastectomies avec reconstruction mammaire par prothèse pré- ou rétropectorale. Donc c'était une réorganisation des soins pour permettre une sortie précoce et le but c'était d'évaluer ce parcours. Donc l'objectif c'était d'améliorer l'expérience des patients en proposant du coup une désescalade thérapeutique et le deuxième objectif était de développer du coup la collaboration ville-hôpital. L'impératif c'était de maintenir un niveau de sécurité et de qualité de soins au parcours classique. Donc finalement, dans un parcours de soins classique, en préopératoire, il y a une consultation avec le chirurgien et l'anesthésiste, puis la chirurgie, l'hospitalisation, puis en post-opératoire, une consultation avec le chirurgien. Donc dans notre parcours de soins, en préopératoire, en plus de la consultation avec le chirurgien et l'anesthésiste, les patientes, elles rencontraient un infirmier de parcours, donc l'IDEP, qui leur réexpliquait de nouveau la chirurgie, le drainage, les complications, etc. Puis, en plus, on proposait un hôpital de jour qu'on appelait Promas, qui est un hôpital de jour qui permet aux patients de rencontrer des kinés, des médecins de la douleur, des assistantes sociales si besoin. Le but, c'est de dépister en gros les fragilités qu'on pourrait retrouver, qui pourraient compromettre la sortie précoce ou les suivis à domicile. Et enfin, toutes les infirmières libérales, elles étaient contactées par l'infirmière SOPAM en préopératoire. Puis il y avait la chirurgie, l'hospitalisation avec la sortie à J0 ou à J1. Et enfin, en post-opératoire, une consultation avec l'infirmier SOPAM à J3 et à J10. À J3 systématiquement en présentiel et à J10 en présentiel ou en distanciel en fonction de l'acte chirurgical qui avait été réalisé. Puis la consultation classique en post-opératoire avec le chirurgien. Durant toute cette période, il y avait un suivi connecté qui était instauré justement pour suivre la patiente et pour sécuriser son retour à domicile. Donc, on avait une application qui était installée sur le téléphone de la patiente dès la phase préopératoire et les infirmiers et les patientes pouvaient répondre à des questionnaires sur cette application-là. Donc, l'objectif de notre étude, c'était d'évaluer la sécurité et la faisabilité de ce parcours de soins. Donc, la faisabilité était évaluée par l'acceptabilité des patientes, la sécurité par l'adhésion des patientes et des infirmiers libéraux à ce protocole, et les complications, c'est-à-dire le type de complications et le lien avec le parcours de soins. Et puis enfin, la satisfaction des patientes, des chirurgiens et des infirmiers était répertoriée. Donc, c'était une étude prospective observationnelle monocentrique menée à l'Institut Bergonié. Donc, en critères d'inclusion, c'était toutes les patientes avec une indication de mastectomie plus ou moins reconstruction mammaire immédiate pour un cancer du sein ou pour une chirurgie prophylactique, unie ou bilatérale, avec un suivi connecté possible. On excluait les patientes fragiles, donc supérieures à ASA 3, ou qui n'avaient pas d'infirmière libérale, ou qui n'avaient pas accès du coup à ces technologies pour le suivi. Donc, quand on regarde les caractéristiques de nos patientes, on voit qu'il y a un âge moyen d'environ 54 ans. On avait une seule patiente diabétique, 16% de tabagique. La majeure partie de nos patientes, donc 54,5% des patientes, vivaient à plus de 50 km de l'Institut Bergonié. La majeure partie, c'était des chirurgies curatives et plus de 50% des mastectomies avec reconstruction mammaire immédiate.
Donc, quand on regarde la faisabilité et l'acceptabilité de notre parcours de soins, on voit qu'il y avait 132 patientes qui étaient éligibles. Il y en a 20 auxquelles on n'a pas retenu enfin, qui n'ont pas retenu notre position. Les causes de refus, c'était majoritairement l'isolement, l'anxiété, l'éloignement géographique ou le refus d'utiliser ces technologies digitales. Donc, parmi les 132 patients, on en a réussi à en inclure que 112. Donc, un taux d'acceptabilité de 85%. Quand on s'intéresse à la sécurité de notre parcours de soins et qu'on regarde l'adhésion, donc quand on regarde l'adhésion des patientes, 100% des patientes avaient été vues par l'infirmier de parcours en préopératoire et à J3, 100% des patientes sont revenues en présentiel. En distanciel, on a un taux de remplissage en préopératoire de 75% au questionnaire et en post-opératoire, un taux qui est environ aux alentours de 90%. Et donc, du coup, pour les infirmières, on voit qu'il y avait quand même un taux de remplissage aux alentours de 80%, un taux de remplissage qui était moins important à J2 parce que pour des contraintes organisationnelles, les patientes, elles n'étaient pas forcément systématiquement revues en présentiel à J3. C'était parfois J2, parfois J4, le but étant de combler le week-end. Donc, quand elles étaient opérées le mercredi, elles étaient revues plutôt le vendredi, donc à J2. Donc, quand on regarde les complications, on a quand même 63% de nos patientes qui ont présenté une complication. La majorité, c'était des complications de grade 1, selon la classification de Clavien d'Indo. Et on a eu quand même 18% des complications qui ont nécessité une reprise chirurgicale. Quand on regarde le recueil du vécu, globalement stable dans le temps et qu'elles sont globalement satisfaites, les infirmières, elles ont trouvé quand même à 54% que le parcours de soins, elles étaient satisfaites à 54%, elles trouvaient que le parcours de soins était excellent et les chirurgiens étaient très satisfaits. Donc au total, pour conclure, l'évolution, SOPAM, ça entraîne une évolution des pratiques avec du coup une organisation de la gestion des patients qui est nécessaire hors les murs. Donc ça semble réalisable de manière sécurisée et bénéfique pour les à plusieurs conditions, qui est une sélection rigoureuse des patients opératoires, une organisation minutieuse pareille dès la phase préopératoire et une coordination des intervenants. À noter quand même que dans le parcours, il y a une place centrale des infirmières ou infirmiers à toutes les étapes du parcours de soins. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Maëlys, pour ta présentation. Des questions, j'imagine. Alors, moi, j'ai une question, Maëlys, pour débuter. Là, on a l'impression que c'est 50 ans la moyenne d'âge. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu quand même un frein pour les personnes un peu plus âgées ou c'est... Alors, oui, notamment, alors il y avait plusieurs freins. Il y avait les patients âgés du coup qui n'ont pas accès souvent aux technologies digitales ou celles aussi qui présentent de l'anxiété et qui ne sont pas du tout pour sortir précocement. Et le deuxième frein qu'on pouvait retrouver, c'était de l'anxiété liée surtout aux patientes qui ont des enfants en bas âge, sur notamment comme les patientes, elles sortent avec leurs drains, la peur finalement que les enfants puissent tirer sur les drains, etc. C'était les deux gros freins qu'on retrouvait. Et par rapport à regarder la cicatrice du coup au domicile, c'est que vous avez c'est avec l'infirmière du coup du domicile qu'elle défend le pansement et il y a eu Alors, une formation des infirmières sur cet accompagnement. Alors, le premier pansement, il est toujours fait à J3 à l'Institut Bergonié en D'accord. présentiel. Toutes les patientes sont revues par l'infirmier SOPAM qui est habitué du coup. Et c'est aussi l'occasion de faire, enfin, que les patientes rencontrent pour la première fois leur cicatrice donc, dans l'Institut. Et aussi pour voir dès le premier pansement. Après, l'infirmière SOPAM pouvait aussi appeler le chirurgien en fonction pour avoir une conduite à tenir sur les soins pansements, etc. à mettre. Et puis après, les infirmières refaisaient les pansements donc quand elles passaient tous les jours. Et si besoin, grâce à l'application connectée, l'infirmière du domicile pouvait envoyer une photo à l'infirmière de l'Institut Bergonié pour avoir un peu des conseils sur est-ce qu'il faut mettre du gras, enfin la gestion vraiment de la cicatrisation dirigée à domicile. Donc la mise en place de la prothèse mousse, tout ça, ça reste fait à Bergonier en fait. Ça Oui, reste fait à l'hôpital. exactement. Ok, merci. Et, et si on devait reproduire, en fait, le coût de cette mise en place, il a été évalué comment? Là, c'est quelque chose, vous avez embauché, j'imagine, une infirmière de parcours qui est à une ou deux infirmières. Comment vous avez rentabilisé un peu financièrement ce parcours? Ça, je ne peux pas vous répondre, je ne me rends pas compte. Mm. J'avoue que ça, c'est plutôt enfin, Hélène qui Ouais, a. ouais, ouais. Parce que j'imagine là, ce que je comprends, il y a au moins une, voire deux infirmières qui se sont relayées pour voir les patientes en pré, post-op,
suivi des connexions, des choses comme ça. Donc, ça mobilise une infirmière en plus, ou c'est peut-être une infirmière qui recevait les patientes en présentiel et qui maintenant se connecte. Ça, vous savez pas. Non, Bon. ça, je sais pas. Le but au début, on était parti du rationnel forcément, ça allait coûter plus cher parce qu'il allait forcément falloir embaucher des gens dans ce parcours de soins, mais que probablement en diminuant du coup la DMS et le durée de séjour, probablement que finalement, ça allait pas finir par coûter, la prise en charge globale de la chirurgie allait pas forcément être plus chère dans le contexte où on réduisait quand même grandement les DMS sur la chirurgie. Il y a Ouais. une demande sur le chat, si vous faites une numération systématique avant la sortie de la patiente, Non, pas forcément. ça dépend de ce qu'il y a dans les reins. Exactement. Ça dépend ce qu'il y a dans les grains, combien ça a enseigné en paire opératoire. Et puis après, bah, si c'est des patientes qui ont eu une chimiothérapie néoadjuvante, etc., parfois elles ont une NFS en préopératoire. Mais par contre, si la chirurgie s'est bien passée, que ça n'a pas saigné plus que ça et qu'il n'y a pas grand-chose dans les drains, on ne fait pas de NFS systématique. C'est vraiment à l'appréciation du chirurgien et de l'anesthésiste en fonction de ce qu'on trouve en paire opératoire. Et là, votre taux de complication, il était à peu près, si je me souviens bien, de 18%, c'est ça, des complications qui nécessitaient une reprise chirurgicale? Oui, Et ça, c'est le taux que vous avez habituellement, ou vous avez l'impression qu'il a été un peu majoré du fait de ce parcours, ou c'est vraiment c'est le taux comparable? habituel. D'accord. Et dans le Vous avez des lien patients? Oui. Pardon. Pardon, vas-y, Marie. Non, non, mais c'était par rapport au lien ville-hôpital. Maëlys, du coup, vous avez fait des soirées de partage avec les médecins traitants, les cabinets infirmiers pour Surtout avec présenter votre parcours? Oui, surtout avant que SOPAM soit mis en place, surtout avec l'URPS et tous les cabinets d'infirmiers avec qui on pouvait être amené à travailler, justement pour les former du coup, à cette mise en place du suivi connecté, euh, de Ah. soins, à la gestion d'un drain à domicile, pour former avec tout ça. Ouais, donc il y a une petite préparation du territoire quand même à faire en amont avant. Ah, complètement, complètement. Une petite réflexion, tu as parlé des femmes qui ont des enfants en bas âge, qui sont heureusement pas la majorité de nos patients, mais il y a aussi les animaux de compagnie, et en particulier les chats, qui aiment beaucoup jouer avec les redons. Donc, il faut bien informer les patientes que les animaux de compagnie peuvent être assez toxiques pour les drains. Il Ok, m'est arrivé j'y à penserai, plusieurs j'avoue qu'on n'a reprises. pas eu le cas, Mm. mais ok. Voilà. Bon, on Bon, va peut-être ben, passer à la suivante. on n'a pas d'autres Qui... questions dans le chat. Ben, Non, non, j'ai vu, il n'y a pas d'autres questions au chat. Donc, la question suivante, c'est les données de vie merci réelle. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Maëlys, bonne Merci, soirée. Maëlys. Bonne soirée. Donc, les données de vie réelle de tolérance et d'efficacité du pembrolizumab associées à la chimiothérapie en situation néoadjuvante des cancers du sein triple négatif de Louis-Marie Chenet, d'Oscar Lambray. À toi. Eh ben, merci beaucoup de me donner l'occasion, alors, de présenter à nouveau mon travail. J'essaye de voir si c'est bon. Eh ben, encore une fois, merci beaucoup de pouvoir me donner l'occasion de présenter ce travail de thèse qui a été réalisé avec le docteur Audrey Maillet sur les données de vie réelle de tolérance et d'efficacité du pembrolizumab associé à la chimiothérapie en situation néoadjuvante des cancers du sein triple négatif. Hop. Euh, Quelques rappels, l'essai Keynote 522 a transformé la prise en charge des cancers du sein triple négatif localisés. Il a montré que associer le pembrolizumab à la chimiothérapie néoadjuvante permettait d'augmenter le taux de réponse pathologique complète, d'améliorer la survie sans récidive, ainsi et ne mettait pas en évidence, pardon, la majoration du taux d'effets indésirables graves. Et c'est pourquoi ce protocole est devenu aujourd'hui le standard de cancer du sein triple négatif de stade précoce. Les données de l'étude Keynote 522 concernaient une population sélectionnée incluse dans un essai.
on s'est demandé si la toxicité constatée en vie réelle, non, si les données constatées, pardon, dans cette étude étaient extrapolables en vie réelle sur des patientes non sélectionnées. Pour cela, on a réalisé donc l'étude Realiki qui a évolué la tolérance de ce nouveau schéma thérapeutique en vie réelle. Et parallèlement, nous avons également décrit les modalités d'utilisation du traitement, évalué le taux de réponse pathologique complète, ainsi que l'efficacité de la séquence pembrolizumab chimiothérapie en conditions réelles et les facteurs de risque de survenue d'une toxicité. Il s'agissait d'une étude monocentrique réalisée au centre Oscar Lambret en bispective et dont la période d'inclusion allait de mai 2022 à avril 2023. Le critère de jugement principal était les toxicités liées au pembrolizumab ou à la chimiothérapie, en les qualifiant selon leur grade, le type et leur cinétique d'apparition. Concernant les critères de jugement secondaire, nous nous sommes focalisés sur les critères évaluant l'efficacité du traitement. Sur le plan statistique, nous avons réalisé des analyses descriptives de la population ainsi que des analyses de la toxicité et de l'efficacité. Concernant les patientes, donc de mai 2022 à avril 2023, 65 patientes ont été incluses dans notre étude, dont voici leurs caractéristiques. Nous remarquerons que 12% d'entre elles présentaient une maladie auto-immune et 17% d'entre elles une maladie inflammatoire. Enfin, 23% d'entre elles présentaient à la fois une maladie auto-immune et une maladie inflammatoire. Concernant les événements liés à l'ensemble du traitement, toutes les patientes ont présenté au moins une toxicité liée au traitement et 81% des patientes ont présenté un effet de grade 3 ou plus. La majorité de ces événements indésirables étaient des cytopénies. Concernant les toxicités les plus fréquentes imputées au pembrolizumab selon leur grade constaté au cours de notre étude. 92% des patientes ont présenté une toxicité immunomédiée au cours de notre étude. Et 47% d'entre elles ont présenté au moins un effet de grade 3 ou plus. Concernant la période de survenue de ces effets indésirables, on notait une proportion plus élevée durant la phase néoadjuvante avec 85% d'immunotoxicité contre 79% durant la phase adjuvante. Et 34% d'immunotoxicité de grade 3 ou plus durant la phase néoadjuvante contre 22% durant la phase adjuvante. Nous n'avons pas constaté de décès liés au traitement. Durant notre étude, 35% des patientes se sont rendues au moins une fois aux urgences pour les motifs listés à la droite de la diapositive. 70% de ces consultations aux urgences étaient liées à une toxicité du pembrolizumab et représentaient 25% des patientes de notre cohorte. 83% des consultations aux urgences ont eu lieu pendant la séquence néoadjuvante et concernaient 29% de notre cohorte. Et 2 tiers de ces consultations durant la phase néoadjuvante étaient en lien avec l'immunothérapie, soit 19% de notre cohorte. Enfin, 8% des patientes en situation adjuvante ont nécessité un passage aux urgences pour une toxicité liée au pembrolizumab. La majorité des motifs de consultation aux urgences étaient notamment pour une élévation des troponines liées au pembrolizumab. De plus, 15 patientes ont été hospitalisées au moins 24 heures durant notre étude. 10 d'entre elles pour une toxicité liée à la chimiothérapie et 5 d'entre elles pour une toxicité liée au pembrolizumab. Enfin, l'avis d'un confrère spécialiste, autre qu'oncologue ou généraliste, a été sollicité au moins une fois pour 52 patientes pour la prise en charge d'une toxicité. Dans 40 cas, il s'agissait d'une toxicité liée au pembrolizumab. Et de manière globale, nous avons sollicité l'avis des dermatologues, des internistes, des cardiologues, des endocrinologues, des rhumatologues et des médecins de soins de support. À propos des effets indésirables immunomédiés, 27 patientes, soit 42% de notre cohorte, ont développé une toxicité chronique liée à l'immunothérapie, dont 14 endocrinopathies de type dysthyroïdie, 6 syndromalgiques, 4 dermatotoxicités, 3 hypocortisolémies, 2 syndromes de Gougerot-Sjogren-like. Et nous avons également remarqué que les patients atteints de maladies auto-immunes ou inflammatoires présentaient un surrisque de développer une immunotoxicité de grade 3 ou plus. Concernant les toxicités liées à la chirurgie et à la radiothérapie, 75 patients de notre cohorte ont été opérés. On notait un profil de tolérance standard concernant les complications chirurgicales.
Les complications les plus sévères furent des hématomes et des résections incomplètes. Concernant ces résections incomplètes, je tiens à préciser que l'immunothérapie n'était pas pourvoyeuse de résections incomplètes, mais nous avons cherché à montrer que l'immunothérapie, en tout cas, ne majorait pas les reprises chirurgicales par rapport au traitement standard. Il en était de même pour la radiothérapie où le profil de tolérance était standard et nous avions recueilli 3 cas de radiothermite sévères durant l'étude. De manière globale, nous n'avons pas eu de retard de traitement chirurgical ou de radiothérapie. Concernant l'efficacité du traitement, à la date d'extraction des données, le 15 janvier 2025, la médiane de suivi des 65 patientes était de 19,1 mois. La totalité des patientes avaient terminé leur protocole de traitement et nous avions obtenu un taux de 67% de réponse complète. Parmi les 43 patientes en réponse complète, 16 patientes, soit 37%, ont présenté une toxicité immunomédiée de grade 3 ou plus. 6 événements, dont 5 rechutes métastatiques, dont une ayant conduit au décès, et un cancer du sein contralatéral. Notre survie globale à 12 mois était de 98,4% et la survie sans récidive à 12 mois était de 96,9%. Concernant les toxicités liées au traitement de manière générale, nos données sont globalement équivalentes à l'étude Princeps Keynote 522 pour le taux de toxicité tout grade, de grade 3 ou plus, et de réponse complète. Néanmoins, on observe une forte majoration des immunotoxicités tout grade et de grade 3 ou plus. Ceci s'explique en partie par les élévations de troponine non relevées dans l'étude Keynote 522 ainsi que les lymphopénies. Il est probable que les lymphopénies soient multifactorielles, mais nous les avons classées comme étant immunomédiées. À noter qu'elles étaient sans gravité et que nous n'avons pas constaté de pneumocystose. Ces effets secondaires, bien que majoritairement mineurs, impactent cependant la qualité de vie du patient en raison notamment de la nécessité de consultation aux urgences. Par rapport à la littérature, nous avons retrouvé 4 études récentes qui avaient également étudié l'impact en vie réelle du pembrolizumab associé à la chimiothérapie. Nos populations étaient globalement similaires et notre taux de réponse complète était légèrement supérieur au leur. Par contre, nous avons également remarqué que nos taux d'immunotoxicité tout grade et de grade 3 ou plus étaient bien supérieurs à celles qu'ils avaient constatées pour les mêmes raisons qu'évoquées pour la Keynote 522. Pour conclure, ce traitement est une avancée majeure. Le taux de réponse pathologique complet de 67% observé dans notre étude corrobore l'efficacité de ce schéma thérapeutique qui, comme l'étude Keynote 522, améliore la survie globale des patientes, mais au prix d'une toxicité importante et impactant leur qualité de vie. L'identification de marqueurs prédictifs de réponse et ou de toxicité et l'optimisation du rapport bénéfice-risque, ainsi que la personnalisation des traitements, sont des axes de recherche essentiels afin de maximiser les bénéfices cliniques pour les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très clair, Louis. Merci. Euh, Moi, j'avoue que je salue vraiment votre étude parce que c'était une nécessité pour la communauté des oncologues médicaux. C'est vrai qu'on pratique la Keynote 522 classiquement à partir du stade 2, mais qu'on voit dans notre pratique courante quand même des toxicités très attachées à ce protocole et aussi plein de questions sur l'adjuvant. Donc là, il y a des études de désescalade hein, comme Opte-Pembro pour les patientes en réponse complète où on randomise Pembro versus surveillance ou après des études de combinaison comme CAPA, Pembro et capecitabine pour les patientes au contraire qui sont en résidu. Donc c'est vrai qu'on se pose quand même beaucoup de questions pour pouvoir transcrire la Keynote 522 dans notre pratique quotidienne sur nos patientes en France. Donc je vous remercie pour ce travail. Moi c'est vrai que à San Antonio, il y avait pas mal de topos sur cette nécessité de biomarqueurs parce qu'on n'a toujours pas les TILS de la Keynote 522. Donc, on est toujours encore un peu limité pour pouvoir conclure. Est-ce que vraiment toutes les patientes devraient recevoir ce pembrolizumab? Ou est-ce qu'on pourrait vraiment sélectionner certaines patientes qui en bénéficient réellement et qui pourraient même avoir des désescalades de la chimio? Parce que tu parlais d'augmentation de la troponine qui peut tout à fait être lié aussi aux anthracyclines, hein. C'est vrai qu'on ne surveillait pas forcément la troponine à chaque cycle d'anthracycline. Et moi, je trouve qu'on constate vraiment une augmentation de la troponine suite aux AC, Pimbro surtout. Je sais pas, c'est pareil pour toi. Si, bah, il y a ce biais-là, effectivement, d'anthracycline. Les patientes reçoivent 4 cures du protocole EC. On arrive
aux doses équivalentes enfin, ça les classe très rapidement en très haut risque cardiovasculaire, hein. Je crois que la dose équivalente, on est à peu près à celle de la Doxo, plus de 250 mg/m². À partir de là, donc forcément, il y a un impact qui est non négligeable au niveau du myocarde. Les recos de l'ESC 2022 nous invitent à effectuer des dosages en fonction du risque cardiovasculaire, tropo-BNP. Faut que ça se mette en place progressivement. Et puis après, concernant bah, la gestion de la tropo avec le Pimbro, bah, c'est vrai que si on met en place de manière, si on prend l'habitude maintenant dans nos pratiques de doser de manière à chaque cure en fonction du risque cardiovasculaire, tropo BNP en fonction du risque pour les patientes, Mm. ça nous permet de voir si la tropo, effectivement, elle était déjà de base augmentée ou alors est-ce que c'est une surprise enfin, de l'avoir augmentée et ça peut être lié au Pimbro. Et après, toute élévation du coup de la tropo liée au Pimbro, ça reste un chiffre. Il faut le remettre dans le contexte clinique. Si le patient présente éventuellement une asthénie, myalgie ou d'autres répercussions sur la biocytolyse, par exemple, c'est vrai que la probabilité est non négligeable, mais si c'est juste une élévation isolée des troponines qui reste mineure, à moins de 3 fois la normale, je pense qu'on prend pas trop de risques à contrôler dessous 24 heures. Je pense que on va devenir un peu plus. J'ose espérer qu'on va devenir un peu plus souple à ne pas envoyer tout de suite aux urgences le patient dans la soirée, si c'est un vendredi soir ou un dimanche, et que le contrôler sous 24 heures, ça paraît, je pense, raisonnable s'il reste asymptomatique derrière. Il y a Oui, des, d'autant il y plus a- que c'est il y sur a- des bilans, on va dire que c'est un bilan, enfin c'est une découverte fortuite sur un bilan. Ouais. Donc je pense que ton raisonnement est tout à fait juste. il y a deux questions quand même qui sont, en cas de réponse complète, est-ce que c'est justifié de continuer à faire du Pimbro? Et la deuxième question, qui est celle de la toxicité financière. Parce que quand on guérissait des triples négatifs avant le Pimbro, on n'a pas l'éthyle, tu l'as bien rappelé, mais Ouais. tu passes de 6 000 euros à 60 000 euros. Et si ta patiente a en plus un diabète ou une hypertension, je ne sais pas quoi, c'est pas, ça disparaît pas, ça c'est à vie qu'ils vont être diabétiques. Donc il y a un aspect financier auquel il faut bien réfléchir quand même dans la décision de prescrire ce type de traitement. Moi, j'avais une question, oui, dans cette idée-là, Louis-Marie. Est-ce que vous avez prévu de suivre encore ces patientes? Est-ce qu'il y a un espoir de récupération de toutes ces toxicités, immunotoxicités, notamment les thyroïdes, ou est-ce que véritablement c'est Alors définitif? il y Parce que a, là, vous n'avez pas beaucoup de recul dans votre étude. Alors, il y a des récupérations sur certaines tox endocriniennes, mais par contre, il y a encore quand même beaucoup de questions. Notamment, on a eu aussi un topo là-dessus à San Antonio sur, par exemple, la fertilité, parce qu'on a quand même l'impression que l'immunothérapie pourrait être toxique pour les ovaires, sauf qu'on a peu de données là-dessus. Donc, par exemple, on n'a pas de recommandation de préservation de fertilité, de blocage ovarien sous immuno. Donc ça, il faut explorer, mais peut-être que ça accentue le problème d'insuffisance ovarienne chimio-induite, le fait d'avoir l'immuno. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est souvent des jeunes patientes qui ont des triples négatifs et donc c'est une vraie question parce qu'elles vont vouloir avoir des bébés derrière. Donc. Et la deuxième chose, c'est les toxicités retardées. Il y a une société savante là qui s'est formée sur les toxicités de l'immuno et par exemple, ils disent qu'il y a 5% de complications de l'immunothérapie qui peut arriver au-delà de 100 jours de la dernière injection. Donc c'est sûr que ça représente que 5%, mais mine de rien, c'est comment on dépiste ces patientes-là. Et donc typiquement, 2 ans après notre Keynote 522, si on a une patiente épuisée, est-ce qu'il faut aller chercher une insuffisance surrénale et y penser? Peut-être. Voilà. Mais pour l'instant, on a un gros travail à faire sur ces questions parce que c'est pareil, tu le dis toi-même, c'est assez récent, 2022 en fait, si je ne me trompe pas, l'accès précoce. Louis-Marie, tu es d'accord avec moi? Ouais, Donc ouais. c'est vrai que ça fait 3 ans de pratique clinique. Donc finalement, il faut voir qu'est-ce qu'on va avoir dans la décennie qui va suivre, en fait, je pense. On va avoir besoin de passer à la dernière communication. Merci beaucoup. Enfin, Ouais. Oui, merci, pardon. Merci surtout. Louis-Marie. Merci beaucoup. Fenêtre optimale d'interruption temporaire de l'hormonothérapie chez les femmes jeunes atteintes d'un cancer du sein précoce, un récepteur hormonopositif, une étude nationale.
manifestement, des patientes qui n'ont pas reçu de pembrolizumab, j'imagine. Ah non, cette Voilà, fois-ci. c'est à toi. Super, et ben merci beaucoup. Du coup, je vais vous partager mon écran. Donc, merci beaucoup une nouvelle fois de m'inviter pour présenter ce travail. Moi, je suis chef de clinique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et j'ai fait ce travail en partenariat avec l'Institut Curie, dans le laboratoire dans lequel j'avais fait ma thèse de sciences. Donc, tout ce projet part bien sûr de l'essai positive. Donc, l'essai positif, c'était un essai qui était vraiment clé pour un peu nous donner des informations sur l'interruption temporaire de l'hormonothérapie. Donc, pourquoi cet essai a été réalisé? C'est parce qu'on avait remarqué qu'il y avait peu de données prospectives sur le risque d'interrompre l'hormonothérapie chez les femmes jeunes atteintes d'un cancer du sein à récepteurs hormonopositifs. On ne savait pas quel était l'impact sur la survie sur les récidives. Ils ont du coup réalisé un essai à bras unique, hein, donc c'est pas un essai randomisé, un essai prospectif à bras unique, dans lequel il y avait des femmes qui étaient âgées de moins de 42 ans qui étaient inclus, avec des cancers de stade 1 à 3, et qui désiraient interrompre l'hormonothérapie après 18 à 30 mois pour essayer de tomber enceinte. Alors, cet essai n'a pas montré de différence significative avec un bras contrôle. Donc, ils ont utilisé une cohorte contrôle qu'ils ont matchée avec la population de positives. Cette cohorte, elle venait des essais TEX et SOFT et ils devaient avoir pris au moins 24 mois d'hormonothérapie. Et il n'y avait pas de différence significative entre ces deux groupes, avec une survie à 3 ans d'environ 9%. Euh, euh, le problème de cet essai, c'est qu'il y a encore pas mal de questions qui sont restées en suspens, notamment, on ne sait toujours pas quel est le délai optimal pour interrompre l'hormonothérapie, parce que c'est quand même pas pareil d'arrêter à 18 mois qu'à 24 mois. Ils ont aussi comparé avec un groupe qui avait pris finalement au moins 24 mois d'hormonothérapie, mais il y en a beaucoup qui avaient arrêté avant de faire au moins les minimums de 5 ans d'hormonothérapie. Et du coup, il y a pas mal de questions qui restaient en suspens et savoir aussi s'il n'y avait pas un peu un biais de sélection dans cet essai, puisqu'en fait, ils le disent eux-mêmes dans leur discussion. Est-ce que c'était probablement des patientes qui étaient très sélectionnées ou qu'ils étaient, elles, d'accord et le médecin d'accord d'arrêter l'hormonothérapie pour avoir une grossesse et qui étaient donc probablement plutôt à faible risque. Donc, pour essayer de répondre à toutes ces questions, on a réalisé 2 essais émulés complémentaires. Le premier essai, on a essayé de reproduire l'essai positif. Donc, on l'a fait sur la cohorte, enfin, sur les données du SNDS, qui sont les données de la sécurité sociale, qui incluent les données de l'ensemble de la population française. On a essayé de répliquer l'essai positif. On a inclus toutes les patients qui étaient jeunes, inférieurs de 42 ans, avec un cancer du sein hormonodépendant et qui avait interrompu l'hormonothérapie entre 18 et 30 mois. Et on a utilisé un bras contrôle qui était pas d'interruption de l'hormonothérapie avant 24 mois, où elle pouvait continuer plus, mais en tout cas, elle devait prendre au minimum 24 mois. Donc, c'est comme le groupe contrôle de positif. Et le temps zéro, donc si on veut le temps de pseudo-randomisation, c'est au moment de 18 mois après le début de l'hormonothérapie. On a réalisé un second essai émulé où cette fois-ci, on a inclus 11 bras différents où on a regardé qu'est-ce qui se passe si les patients arrêtent entre 6 et 12 mois, 12-18 mois, 18-24 mois, etc., jusqu'à 54 à 60 mois. Et cette fois-ci, on a utilisé 2 groupes contrôle, donc le même groupe que ce qui a été utilisé dans le positif, donc prendre au moins 24 mois d'hormonothérapie, et un deuxième groupe contrôle qui était prendre ce qui est la recommandation, au moins 60 mois d'hormonothérapie. Et donc cette fois-ci, le temps zéro, c'était le début de l'hormonothérapie. Et donc, on a utilisé une technique des simulés où je ne vais pas rentrer dedans, où ça permet, par un clonage des patients, une censure au bon moment et la création de poids, de créer un peu une pseudo-randomisation, ce qui permet d'essayer d'imiter au maximum l'essai qu'on aimerait bien réaliser. Donc l'essai 1, qui était donc l'essai où on essayait de reproduire l'essai positif, et ben en fait dans notre cohorte, on a retrouvé qu'il y avait une différence qui était significative. Donc les celles qui arrêtaient l'hormonothérapie avaient plus que de risque de récidive, mais on avait une cohorte en fait qui était plus au risque, qui était vraiment l'ensemble des femmes jeunes en France,
où il y avait plus de chimiothérapie, 72% de chimiothérapie. Et par contre, quand on stratifiait par si elles avaient eu de la chimiothérapie avant ou pas, et ben dans le groupe sans chimiothérapie, il n'y avait pas de différence. Et par contre, pour celles qui avaient eu de la chimiothérapie, et ben on trouvait une différence avec un impact un peu plus délétère chez les patients qui arrêtaient l'hormonothérapie entre 18 et 30 mois. Et dans le deuxième essai émulé, on a cette fois-ci regardé les différents bras. On a regardé bah, si elles arrêtent à 6 à 12, 12, 18, 18, 24. Et là, on a vraiment retrouvé un gradient de risque qui, en fait, a tendance à se rapprocher dans le groupe sans chimiothérapie, où on a l'impression qu'à partir de 24 mois, bah, en fait, oui, elles peuvent arrêter pour tomber enceinte. Par contre, si elles sont des groupes un peu à plus haut risque avec chimiothérapie, bah, on voit que là, il y aurait plutôt un intérêt en fait à essayer d'attendre au moins 30 mois d'hormonothérapie pour essayer de réduire ce risque d'interruption. Les autres choses qu'on a regardées dans cet essai, c'est si elles arrivaient bien sûr à tomber enceinte. Alors oui, il y avait, on a utilisé un proxy pour savoir si elles désiraient une grossesse ou pas. On a regardé combien étaient, effectivement avaient eu une grossesse et c'était 69% des femmes, donc c'est plutôt des chiffres rassurants, et 70% de ces grossesses qui ont abouti à une naissance vivante à terme. Ce qui est beaucoup moins rassurant, bah, c'est la reprise de l'hormonothérapie, puisqu'il y a en fait moins d'une patiente sur deux après une grossesse reprennent l'hormonothérapie. On arrive avec une incidence cumulée à 43% à 36 mois, donc c'est vraiment très très faible. La conclusion, c'est quoi? Oui, bon, on peut probablement interrompre l'hormonothérapie, peut-être pas pour toutes et surtout peut-être pas à n'importe quel moment. Donc, ça ne contredit pas l'étude de positive, ça extend un peu les résultats. Ça montre que oui, on peut interrompre l'hormonothérapie à 18-24 mois pour les patientes qui sont à faible risque. Par contre, il y a quand même une prudence à avoir chez les patientes qui sont à plus haut risque. Peut-être plutôt attendre 30 à 36 mois, surtout qu'on voit que ça semble très difficile pour elle de reprendre l'hormonothérapie dans le postpartum et qu'il y a vraiment un réel gradient de risque à discuter avec la patiente et à voir en fonction de son désir quel risque elle est prête à prendre pour interrompre cette hormonothérapie, en sachant qu'on est encore en train de travailler aussi sur des analyses de sensibilité où on essaye de ne garder que les patientes qui ont repris l'hormonothérapie pour voir si on arrive un petit peu à réduire ce gradient de risque, mais voilà, le timing reste d'être le timing J'arrive près une seconde, hein. l'interruption semble assez impactant. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais peut-être commencer avec une question. Alors moi, je trouvais ça vraiment chouette comme méthodologie que je connais pas très bien en fait, le fait d'interroger comme ça la base nationale et de pouvoir faire des émulations entre séries pour faire comme si on avait deux bras véritablement. Mm. En pratique, comment vous savez, comment vous avez récupéré l'information de l'arrêt de l'hormonothérapie? C'est par rapport à la consommation la Oui, c'est par rapport à prescription. oui, tout à fait, c'est par rapport à la consommation. En fait, chaque fois qu'elles vont à la pharmacie, eh ben, on a cette information et on sait combien de pilules elles ont acheté, donc combien de temps ça devrait suffire. Et avec ça, on peut à peu près prédire si à un moment, bah, elle n'a pas récupéré sa boîte. On peut aussi se dire si jamais bah, il lui restait, on peut calculer, ah, bah, là, il lui reste encore probablement trois pilules de l'autre boîte, donc on lui donne encore un délai de quelques jours pour qu'elle ne soit pas encore considérée comme sans D'accord. hormonothérapie. Donc, on peut quand même assez bien En le considérant suivre. que si elle l'achète, c'est qu'elle le prend. Donc, Voilà. Après, je ça marche. pense que, à moins qu'il y ait des, qu'il y ait des patientes qui savent que certaines personnes regardent dans l'assurance Ouais, maladie, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'elles les achètent sans le prendre. Mais oui. d'accord. Ouais. Après, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez regardé si il y avait plus de récidives chez les patientes qui avaient un succès de grossesse, qui avaient réussi à avoir une grossesse ou pas, ce genre d'études? Alors ça, on est en train de faire les analyses, donc on n'a pas les résultats définitifs. On a l'impression que, en tout cas, c'est les premiers résultats à confirmer, que finalement, quand il y a une grossesse très précoce, ça a l'air d'être plutôt délétère. Par contre, effectivement, on a l'impression que quand c'est vers 18, 24 ou 24, 30, on n'a pas l'impression qu'il y ait d'effet, en tout cas délétère d'avoir une grossesse, voire peut-être un effet, en tout cas protecteur. Je peux pas encore vous dire. En tout cas, c'était pas, on gardait vraiment le même gradient. Ça avait tendance un peu plus à se, à, se- le gra- à se rapprocher quand ils avaient une grossesse, mais voilà, on trouvait quand même à peu près les mêmes résultats. Est-ce que ça nécessite... ouais.
Ah, j'ai l'impression qu'il y a juste une question, c'est savoir est-ce qu'il faut une surveillance particulière des grossesses post-cancer. Je pense que ça veut probablement dire en termes de fréquence d'échographie ou de choses comme ça. Je pense que c'est la question qu'il a voulu poser. Surveillance par- Euh, Non, au cours de la grossesse ou c'est... Au cours de la grossesse, ouais. Donc, je pense que c'est une surveillance particulière au cours de la grossesse. C'est Ça, je- considéré comme une grossesse à risque, quoi. Oui, je pense que il y a un peu plus de suivi, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a, je sais pas si c'est vraiment codifié ou pas, est-ce qu'il y a des examens à faire régulièrement ou pas, mais effectivement, c'est des patientes qu'on doit suivre plus qu'une grossesse simple, hein. Ouais. Bon, en Bon, général, merci. l'équipe oncologique enfin l'équipe qui l'aura pris en charge pour son cancer du sein l'aura orienté vers la maternité adaptée pour son projet de grossesse, hein. Donc, Voilà, tout à fait. Mm. on va arriver au terme de ce webinaire qui était vraiment passionnant. Je remercie les 4 orateurs pour l'originalité de vos présentations et puis la diversité des champs qui sont explorés. On voit qu'on a de cesse à essayer d'améliorer les parcours patients, la tolérance des traitements, de limiter les séquelles des traitements conservateurs et puis de permettre à nos patientes d'avoir des projets de vie, notamment la grossesse, je pense que c'est un projet de vie. Donc, félicitations à vous 4. Et puis, je remercie également toute l'équipe de la SFSPN pour l'organisation de ce congrès qui était vraiment très, très riche. Et puis, mes co-modérateurs pour le plaisir d'avoir sélectionné avec vous les communications orales et puis aussi l'équipe de Bordeaux qui est pas avec nous ce soir, mais qui nous a bien aidé dans la lecture des posters. Donc, très, très bonne fête de fin d'année à tous. Et puis, on vous dit à l'année prochaine. Les prochaines. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci Au beaucoup. Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.